Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Les vrais enjeux. Les vraies questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je pense que c'est banal parce qu'on a confondu des affaires qui ne devraient être jamais confondues. Surtout, l'idée de se préoccuper de ce qui est fait et bien fait. Stéphane Bureau. Bonjour Stéphane. Salut Mario. Et les nominations de M. Trump ont occupé vraiment l'actualité de toute la semaine. Commençons par une des plus questionnées, celle de Matt Gaetz à la justice. Et la question que plusieurs se posent, j'ai vu plusieurs analystes aller dans cette thèse que ce serait un peu un épouvantail, le pion sacrifié. C'est une candidature qu'on envoie au Sénat pour que le Sénat puisse en refuser une, là, puisse se faire les dents pendant qu'on laisse passer toutes les autres. Est-ce que tu crois à ça? Écoute, je suis surpris et en même temps heureux que tu me le dises parce que je n'ai pas lu ces analyses, mais c'est ce à quoi moi j'étais arrivé comme conclusion, puis je t'assure que j'ai pas vu ça, mais je pense qu'il y a possiblement quelque chose comme un leurre, c'est-à-dire qu'on est prêt à sacrifier quelqu'un, et s'il y avait quelqu'un qui était sacrifiable dans la liste des candidatures présentées par Donald Trump, ça pourrait être Matt Gaetz, qui est par rapport, mettons, à ce qui est la voie normale, tu me diras qu'il n'y a rien de normal avec M. Trump, mais que par rapport à la voie normale, c'est ce qui est le plus en dehors des clous, et ça pourrait être une manière de dire, ben, si je fais un compromis sur ça, si vous me donnez d'autres nominations, je lâcherai Gaetz en temps et lieu. Ça pourrait ressembler à ça, parce qu'il est vraiment acharné et jusqu'au boutiste dans cette volonté. J'en sais rien, mais ça me paraît être peut-être un genre de coup d'échec qu'il a prévu. J'ai entendu par ailleurs beaucoup de gens parler de népotisme, puisque son avocat, M. Blanche, serait aussi sur les rangs pour devenir le numéro 2 au département de la justice. C'est lui qui était un peu le maître d'œuvre de la stratégie défensive de Donald Trump, mais sur tous les fronts, pas juste à New York. Et on pensait qu'après sa condamnation à New York, il y avait de l'eau dans le gaz entre M. Blanche et M. Trump. Or, on découvre que non, il semble y avoir une forme de concorde et sinon d'entente bonne, puisqu'il le veut au deuxième job du département de la justice. Il faut voir que c'est quand même quelqu'un qui a travaillé pour le procureur public, c'est-à-dire à New York, au district sud de Manhattan, qui est probablement la juridiction qui a le plus de mordants, les plus grosses affaires émane toujours de là. Il a déjà donc travaillé pour le procureur là-bas. Il y a de l'expérience. Ouais, je voyais dans le cas de Gaetz, là, que il y a déjà des sénateurs qui ont commencé à dire, ben là, parce que avant d'approuver sa nomination, dans l'étude de son dossier, faudrait rouvrir l'enquête qui date de quoi, 5-6 ans, 6-7 ans, sur ses affaires sexuelles. Donc, est-ce qu'on peut faire ça? On n'a pas à la rouvrir. On n'a pas à la rouvrir parce que le comité des affaires éthiques à la Chambre des représentants faisait enquête. Ça a été stoppé parce qu'il a démissionné. Et c'est John Cornyn, en particulier, dont tu parles sans doute, qui était sur les rangs pour devenir leader de la majorité au sein des Républicains au Sénat, qui, sans hésiter, hier a dit, ben, il serait peut-être opportun qu'on ait accès à l'information qui a été colligée, à l'information qui a été ramassée, parce que nous, avant de voter, on aimerait savoir de quoi il s'agit. Est-ce que c'était sérieux, les allégations qui pesaient contre M. Gaetz? Et c'est pas le seul. C'est là qu'on voit d'ailleurs, quand on pose la question des garde-fous face à M. Trump, que même au sein de sa famille politique, il y a des gens qui vont peut-être poser des questions. Puis il y a peut-être même des gens qui vont commencer à planter un piquet pour se positionner dans 4 ans en disant, j'ai été la première à dire non, no pasarán, diraient les Espagnols, ça passera pas. Donc, c'est possible aussi que politiquement, il y ait des républicains qui ont envie d'être, alors, ou du mauvais ou du très bon côté de l'histoire dans 4 ans. Mais je me permets juste de fermer ma parenthèse parce qu'on parlait tout à l'heure de M. Blanche et évidemment des allégations par extension de népotisme, de ce que c'est improbable que quelqu'un embauche comme numéro 2 au département de la justice celui qui a été son avocat. Juste pour mémoire, parce que c'est important, rappelez que John Kennedy a eu pour ministre de la Justice son frère, qu'il a nommé son beau-frère à la direction du Peace Corps. D'ailleurs, il y a une loi fédérale qu'on appelle la loi Bobby Kennedy
contre le népotisme, qui est assez difficilement appliqué, mais qui l'est, je dirais, très poussivement au Congrès, parce que quand on regarde chez les sénateurs et représentants les liens de népotisme entre les élus et des gens qui travaillent pour eux, c'est pas toujours très beau. Et dans l'histoire plus récente, tu me diras, c'est quand même lointain, puis il y en aurait plein d'autres possibles, mais l'ancien associé de Richard Nixon dans son cabinet d'avocats est devenu son ministre de la Justice, John Mitchell. Je te dirais que dans un registre différent, mais néanmoins adjacent, le vice-président de George Bush, Dick Cheney, avait été patron peu de temps avant de prendre le pouvoir de Halliburton, qui deviendra probablement le plus grand bénéficiaire, et on calcule là en milliards de profits, plus grand bénéficiaire de la guerre en Irak. Des guerres qu'ils ont déclenchées eux-mêmes, oui. Et particulièrement en Irak, parce qu'Halliburton, il a fait des contrats absolument juteux. Alors, est-ce que c'est du népotisme? En tout cas, c'est clair qu'il y avait des questions de conflits d'intérêts qui se posaient, qu'on a posées, mais assez timidement. Donc, voilà pour les nominations, mais celle qui retient probablement l'attention. C'est la santé, oui. C'est Kennedy à la santé, Robert F. Kennedy. Pour moi, il y a juste une explication. C'est que lorsque M. Kennedy, qui était lui-même candidat à la présidence, qui allait chercher quelques points de pourcentage, 4, 5, 6, dépendamment des sondages, lorsqu'il s'est joint à Trump, donc lorsqu'il a abandonné sa propre candidature pour rejoindre Trump, il avait promis la santé parce que Trump est le gars qui a fait développer le vaccin, l'autre était l'anti-vaccin. Trump est Trump, c'est monsieur fast-food qui va défendre la liberté, chacun mange ce qu'il veut. Kennedy, c'est le gars qui veut fermer fast-food puis décider ce que les gens vont manger comme salade. Il n'y a aucune raison pourquoi Trump aimerait Kennedy. Là. Je veux dire, Trump n'est pas un anti-médicament, un anti-fast-food, monsieur santé. Il n'y a aucune autre logique qu'il a promis ça. Il a promis ce cadeau-là à l'époque, là. Alors, laisse-moi d'abord souligner l'excellence de ta mémoire, parce que c'est une chose que j'ai peu entendue, et c'est important de rappeler qu'il y a un paradoxe. D'un côté, un président qui a été dénoncé d'ailleurs pour sa mauvaise gestion de la crise de la COVID, mais qui est probablement au monde le principal responsable du développement à vitesse grand V des vaccins. Quelle que soit notre opinion sur ceux-ci. Warp Speed, c'est l'affaire de Trump. C'est lui qui fait en sorte qu'aucune des compagnies ne prenait de risques, puisqu'on ne peut pas les poursuivre. Le gouvernement américain assume toutes les poursuites en dommages et intérêts s'il y avait des effets secondaires, des milliards investis aussi d'argent public. C'est le fameux money is no object. Là, le vaccin, l'humanité a besoin d'un vaccin au plus vite. Money is no object. Alors, il y a là une contradiction entre les deux. Robert Kennedy qui a mené un combat virulent, je dirais pas nécessairement contre le vaccin seulement, mais aussi contre Tony Fauci, qui, disons-le, quand l'histoire sera écrite, ne sera pas le saint qu'on a décrit. C'était un bureaucrate extrêmement puissant qui a intimidé, qui je dirais, a raconté des histoires aussi, parce qu'on se rappelle, j'imagine que tu t'en souviens aussi, que le 17 avril 2020, alors qu'on était au sommet de la crise, il suggère aux journalistes à la Maison-Blanche de se référer à une étude sur l'origine du COVID, qui serait une origine animale, en disant, écoutez, je vous rendrai l'étude disponible. Or, il avait participé à corriger la dite étude en février dernier, donc il était en conflit d'intérêts d'une certaine façon, et c'est une étude qui faisait la démonstration à ce moment-là que c'était une origine animale. Il était hors de question de parler du laboratoire, et depuis que le Congrès a fait enquête, on s'est rendu compte que la vérité et les faits étaient probablement différents de ce qu'à une époque on nous présentait. Donc, Robert Kennedy Jr., qui a livré un combat, écrit un livre d'ailleurs, qui en français, ça s'appelle, Anthony Fauci, Bill Gates et Big Pharma, la guerre mondiale contre la démocratie et la santé publique. Alors, ça donne le programme. Et aujourd'hui, c'est le patron de la santé publique, potentiellement. Ce livre-là, c'est clownesque. Excuse-moi, mais c'est clownesque. C'est toutes sortes de liens, toutes sortes de patentes. Aucun rapport entre la volonté de Bill Gates de faire vacciner des populations pauvres. Évidemment. C'est un ramassis de n'importe quoi, là. Est-ce que tu l'as lu? Parce que moi, je l'ai lu. Non, je l'ai pas lu. Mais je veux dire, les thèses qui sont défendues, là. Ma vie est trop courte, malheureusement. Lire mon job, évidemment, ton c'est d'être capable d'analyser. Je comprends bien, mais est-ce que tu prends au sérieux cet individu-là?
C'est-à-dire que je prends au sérieux cet individu-là dans la mesure de ce qu'il représente, parce qu'il représente quelque chose d'important et c'est peut-être ce qui fait que Trump est allé jusqu'au bout, parce qu'on dit souvent, tu sais, que les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Donc, Trump avait promis à Robert Kennedy Jr., effectivement, qu'il serait peut-être son czar de la santé ou son ministre de la santé. Connaissant Trump, à l'époque, je me suis dit oui, puis peut-être non. Il sera toujours temps de se laver les mains puis de dire, t'as mal entendu, mon Bobby. Et au contraire, il livre la marchandise. Pourquoi, je te dis? Alors, c'est pas tellement... Alors, avec toi, je suis assez d'accord qu'il y a plusieurs positions qui sont farfelues ou peuvent paraître, en tout cas, la majorité d'entre nous, farfelues, et aucune, par exemple, corroboration quand il dit entre l'autisme et la vaccination, c'est parfaitement prouvé. Est-ce qu'on peut se poser des questions? Oui. Est-ce que ça a été démontré? Non. Là où il marque des points, c'est quand il dit « Let's make America healthy again » et soulève des enjeux et s'attaque au lobby agroalimentaire, qui est probablement de tous les lobbies un des plus puissants et potentiellement un des plus toxiques, on pourrait dire, dont est victime Donald Trump, puisqu'il mange du McDo. Et clairement, pour son tour de taille, ça n'a pas été idéal. Ça ne l'a pas tué, mais ça ne l'a certainement pas rendu plus mince. Et quand il dit « il faut absolument que notre pays soit davantage en santé », j'ai pas souvent entendu de campagne présidentielle où c'était le message. Les maladies chroniques chez les enfants, alors, la fourchette statistique oscille beaucoup parce qu'il y en a qui disent c'est 20-25% des enfants qui souffrent de maladies chroniques. D'autres disent c'est 45%. C'était 5-6% dans les années 60. Donc, il y a quelque chose qui a changé. Mais l'obésité aux États-Unis. Mais là-dessus, il touche un point sur la mauvaise alimentation. Là-dessus, il touche un point. Mais est-ce que les électeurs de Trump, là, les gens qui ont voté dans les Greasy Spoon, les restaurants à déjeuner, qui ont voté Trump, est-ce qu'ils ont voté pour ça? Si j'étais capable de répondre à ces questions et de me substituer à tous ceux qui ont voté pour comprendre ce qui a Non, mais tu comprends ce que je veux dire? Je pense qu'au contraire, les gens qui ont voté Trump, ils veulent une liberté, puis laissez-nous manger ce qu'on veut manger, puis écœurez-nous pas, imposez-nous pas la salade, là, tu comprends? Vrai, on n'est pas une contradiction près, sans doute, mais il y a un problème de santé publique qui débouche sur un problème de finances publiques, parce qu'un enfant diabétique, c'est une mine d'or, une vache à lait pour l'industrie pharmaceutique pour les 50 années de sa vie qui suivront s'il se rend 50 ans plus tard. C'est vraiment une fortune. Des enfants diabétiques, ça n'existait pas il y a 30 ans, ça existe aujourd'hui. Donc, c'est le genre de choses que dit Robert Kennedy Jr. et qui, je pense, a eu un impact auprès de certains électeurs, y compris ceux qui, à hauteur de 15, 16, 17%, l'appuyaient le printemps dernier dans les intentions de vote. Ça s'était tassé. Mais donc, il y a des électeurs aussi, y compris des démocrates, parce que ça serait théoriquement sa famille politique première, qui étaient intéressés par ces enjeux. Et quand il l'a choisi, comme Tulsi Gabbard, qui est une ex-démocrate qui s'est jointe à la campagne de Trump, je pense que c'était beaucoup plus habile que ce qu'on a voulu penser, qui est allé grignoter ces petits votes qui ont fait la différence entre un plafond de verre qu'on disait à 47% pour lui et les 50 et un peu plus %. Donc, 3 enjeux. Alors, je reviens encore une fois là-dessus. La santé et ce qu'on mange, le fait qu'il y ait des politiques à la FDA, qui est l'Agence du médicament, qui sont questionnables. C'est toujours l'éternelle politique des portes tournantes, c'est-à-dire des gens de l'industrie qui viennent staffer, pardonne l'expression, qui viennent peupler les ministères responsables de la validation des médicaments ou des politiques de santé publique. Et c'est sain de poser des questions, puis on peut certainement se demander si ça est correctement fait. Et troisièmement, l'objectif, quand il présente aujourd'hui ses objectifs, c'est de dire, peut-on avoir des études sérieuses qui ne sont pas parasitées justement par l'industrie? Et ça nous renvoie à la crise du COVID ou de la COVID avec le Lancet Gate, cette revue scientifique de réputation internationale qui est obligée en catastrophe de retirer son étude sur l'hydroxychloroquine parce qu'elle était complètement biaisée, le New England Journal of Medicine. Et alors, est-ce que je suis en train de tout mélanger? Non. C'est-à-dire que pour les électeurs, il y a une crise de confiance qui s'est inscrite durablement. Et c'est là-dessus que surfe Robert Kennedy Jr. Et c'est là-dessus que Trump a apparemment un peu changé parce que sur la question du vaccin, il n'est plus exactement le gars de l'époque Warp Speed. Il admet que ce n'était pas la solution parfaite. Alors, ils se sont un peu retrouvés, mais je crois que le combat, et c'est là-dessus qu'il va essayer de se faire confirmer au Sénat, c'est un combat sur les enjeux de santé publique, mais on va essayer de faire taire ses positions les plus, farfelues ou surprenantes.
Mais j'imagine le niveau de souffrance de M. Kennedy ce jour où Donald Trump est allé servir des frites dans un McDo. Il a dû mal dormir. Il souligne continuellement qu'ils ont des divergences profondes sur plusieurs enjeux. Et je ne t'ai pas parlé, je sais qu'on a fini, d'inflation. Moi qui disais que ça prendrait peut-être des années avant que ma prédiction puisse se confirmer. M. Powell, le patron de la Fed hier, qui disait, une semaine après les élections, l'inflation n'est peut-être pas totalement matée. Il est possible qu'on ne puisse pas réduire les taux d'intérêt. Oh, surprise! Merci Stéphane. Bonne fin de semaine. Ciao.